Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie, l'émission exigeante, sensible et pointue sur le petit et le grand écran. Nos invités aujourd'hui sont des observateurs du monde. Comme cette formidable actrice belge aussi déjantée que bouleversante, Yolande Moreau. Comment parvient-elle depuis 30 ans à nous émouvoir à l'écran avec de petits riens? Réponse dans la super interview. Notre autre héroïne est une journaliste pugnace et accro à l'info. Mais Audrey Pulvar est elle aussi accro au cinéma et aux séries. Elle se confie en toute honnêteté dans l'extra interview. Il a davantage l'habitude de filmer que d'être filmé. Alan Parker, réalisateur culte d'œuvres aussi célèbres que Midnight Express ou encore Angel Heart, est l'objet d'un documentaire, Confidence dans le screen parfait. Mais tout de suite, on commence avec les coups de cœur d'Isabelle Claire. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Run, quickly, or they'll catch you. Parce qu'au fond de nous, on est tous des princesses. Le conte de fées inratable de la semaine est un rêve pour tout cinéaste. C'est Cendrillon, réalisé par Kenneth Branagh en prise de vue réelle. I'm all right, but you've nearly frightened the life out of him. Who? The stag. But we're hunting, you see. It's what's done. Just because it's what's done doesn't mean it's what should be done. You're right. I hope to see you again, miss. Et la bonne surprise, c'est le casting. La souillon gentille et courageuse, c'est Lily James, l'ado hystérique de Downton Abbey. Et le prince avec plein de dents dans la bouche, c'est Richard Madden, le Robb Stark de Game of Thrones. I can't stop thinking about it. Parmi les deux sœurs pas sympas, Sophie McShira, elle aussi issue de Downton Abbey. Des héros de série pour le blockbuster du printemps, qui l'eût cru. Remember, at the last stroke of midnight, the spell will be broken and all will return to what it was before. Are you looking for this? Must be quite a story to go with it. À voir pour la cruauté froide de la belle Cate Blanchett en marâtre jalouse, pour la bonne fée Helena Bonham Carter, excentrique à souhait, et pour le court-métrage qui précède le film autour de l'univers de la Reine des Neiges, autre grand succès de Disney. Je mange pas de gâteau. What a day. La bonne surprise de la semaine, c'est l'adaptation réussie d'un film à succès en série incontournable, en l'occurrence le Fargo des frères Cohen. You okay there, Bill? Wife made spaghetti for dinner. Seemed ashamed to barf it up. Presque 20 ans après le carton du film, voilà la recette magique. Ne pas garder la même histoire, mais conserver la même ambiance, de l'humour absurde, I'm going to sing at his funeral. La, la, la. pour un thriller poétique dans un Minnesota glacé. Ne pas lésiner sur l'apparence physique. Ici, une mini-frange pour Billy Bob Thornton. Et là, une doudoune trop grande pour Martin Freeman. I didn't do nothing. I just got home. Tabler sur plusieurs personnages, dont des seconds rôles excellents. Got killed by a hailstorm. Et enfin, se faire produire par les réalisateurs du film, dont la série est adaptée, Joel et Ethan Cohen, histoire d'être bien légitime. Okay, good. Résultat, la première saison a été multi-récompensée. Oh yeah. Meilleure mini-série au dernier Golden Globes, et la saison 2 est très attendue. You're not right. Fargo. En compétition à Cannes en 1951, le classique à voir cette semaine, c'est Les Contes d'Hoffmann, ou la version filmée de l'opéra fantastique dirigé par Offenbach au 19e. Réalisé par Powell et Pressburger, c'est un 3 en 1, théâtre, opéra et film. Un cinéma expressionniste et coloré qui flirte avec le fantastique. On comprend pourquoi le film inspira la carrière de cinéaste de Romero, papa des films de zombies. Martin Scorsese, qui vénère ce film, a participé à sa restauration. 64 ans après sa première sortie, le film est beau comme un sou neuf et c'est une œuvre singulière à goûter tant pour la musique que pour le visuel. Régalez-vous! Ne quittez pas, dans quelques instants, les réalisateurs très british du réjouissant Shaun le Mouton nous raconteront comment ils arrivent à donner vie à leur personnage de pâte à modeler.
regard de chat, un côté terrien mais aussi des airs de Pierrot la Lune. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Yolande Moreau. Cette comédienne belge fête cette année ses 30 ans de carrière au cinéma, auréolée de 2 Césars de la meilleure actrice, d'un César du premier film, car Yolande Moreau est également une réalisatrice sensible. De sa collaboration avec les Deschiens à son incarnation habitée de la peintre Séraphine Louis, Yolande Moreau fascine par sa folie douce et sa capacité à exprimer beaucoup à travers de petits riens. C'est encore une fois le cas avec le film Voyage en Chine, où elle incarne une mère qui doit rapatrier le corps de son fils. Alors comment Yolande Moreau cultive-t-elle cette simplicité et quel regard porte-t-elle sur son métier? Rencontre. Ça a l'air compliqué de rapatrier le corps de mon fils, parce que je ne connais même pas les circonstances de l'accident. Je suis désolée. Madame? Comment vous travaillez un personnage? C'est un peu toujours de la même façon que vous allez à la rencontre d'un rôle ou c'est très variable? Je pense que c'est sans doute variable, mais il y a de toute façon, moi j'aime beaucoup la préparation en amont pour comprendre ce personnage, pour aller plus loin, pour savoir qui il est aussi. Il y a d'abord se mettre dans la peau de quelqu'un, d'une mère qui perd son fils. Je me dis, si ça m'arrivait, mais ça c'est terrible. Et puis d'une femme qui arrive dans un territoire tel que la Chine, c'est-à-dire une autre culture, une langue qu'elle ne connaît pas, et quelqu'un qui a toujours a eu un petit train de vie, pépère. Donc c'est sans arrêt se remettre dans ces conditions-là, de voir ce qu'il y a en dessous des mots. De toute façon, les mots, c'est pas ce que vous préférez. C'est encore une fois un rôle assez peu bavard. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'économie des mots? Alors, je suis pas contre les mots. Ça dépend. Au contraire, j'aime bien les mots, mais on peut dire passe-moi le sel. C'est toujours l'exemple à la con que je donne, mais avec 36 000 intentions différentes en dessous. Et c'est ces intentions-là qui sont importantes. Ce n'est pas passe-moi le sel. Et donc, ce qui est en dessous des mots, les rencontres entre les gens sont faites de ça. Parfois, on dit un mot à la place d'un autre, mais on veut dire autre chose, en fait. Christophe, mon chéri, voilà, je suis en Chine et j'arrive trop tard. Aujourd'hui, j'ai rencontré des amis qui faisaient une petite fête en ton honneur. Et puis, j'ai rencontré Danzier. Elle est très belle. Comment on crée des liens avec des comédiens qui ne parlent pas la même langue? Les liens, justement, c'est pas toujours avec la langue qu'on les crée. Même en arrivant là-bas, on est obligé de se démerder, même en dehors du tournage, pour trouver un resto, pour savoir, pour dire ce qu'on veut manger. Et avec les comédiens, c'est l'ordre aussi, tellement de l'ordre de l'instinct, de ce qui se passe, d'attendre le bon moment, d'être. Ouais, c'est ça, être. Il y a des très très jolies scènes dans le film, notamment moi une que j'adore, qui est cette scène où vous pétrissez la pâte avec une chinoise. Est-ce que c'est des moments où presque on oublie qu'on est en train de jouer ou on est toujours conscient qu'une caméra tourne? En jouant, on est conscient que la caméra joue, mais moi ce que j'ai envie c'est d'être. Et par exemple, moi j'ai horreur qu'il y ait des indications psychologiques juste avant de tourner. Je sais pas, je comprends pas le chinois. Je n'ai pas envie de me voir jouer, en tout cas. C'est une des premières choses que je vois quand je regarde le film. Je dis ça oui, ça non. Je suis quand même, comme chacun qui regarde son métier, la maquilleuse va dire « Ah, pourquoi là, j'ai oublié de... » Voilà. Moi aussi, je regarde et je dis « Ah, pourquoi j'ai pas vu qu'il y avait une autre possibilité d'aborder la chose ?» Ou pourquoi, ou là, quand je me vois faire, je me dis « Je le vois, moi, à l'écran. » Il y a des moments où je dis ça va, ça passe pas. C'est quand, par exemple, que vous êtes trouvé en flagrant délit? Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas vous le dire, mais il y a quand même je les repère, moi, les moments où il y a de la triche. Moi, je me rappelle une fois sur le film de Mammouth avec de l'épine, dans une scène avec Depardieu. J'avais le bras comme ça chargé je m'épilais les bras et devait arriver, on devait s'embrasser. Donc la situation était un peu drôle. Et puis, moi, je suis un peu forte, Depardieu quand même aussi.
Et donc, avec des l'épine, on fait 2 prises, puis on passe à autre chose. Donc, on s'embrasse. Moi, je suis mort de rire. Je dis, on va jamais y arriver avec nos 2. Comme ça, le baiser, ça va pas être possible. Et donc, j'ai une espèce de fou rire, un peu nerveux aussi. Et je me suis dit, mais reprends-toi tout de suite, reprends-toi, parce qu'on va pas faire 36 000 prises. Donc, on en fait une 2e. Moi, quand je vois le film, je vois mon œil qui rit. Je vois mon œil qui... À l'intérieur, je puisse de rire, quoi. Ça fait 30 ans que vous faites du cinéma, parce que votre premier rôle, c'était dans Sans-toi ni loi d'Agnès Varda, qui est sorti en 1985. Ouais. Je me demandais quel personnage vous avez donné le plus de fil à retordre. Alors, au tout début, j'étais très angoissée. Je me rappelle, une des premières choses que j'ai fait, justement, parce que Sans-toi ni loi, moi, j'y étais tranquille. Je pensais même, il ne faut surtout pas apprendre le texte pour être vierge, pour improviser. Tu vois, je sortais de l'école. Écoutez, je vais être naturelle. Et alors là, j'ai appris, il faut quand même connaître son texte. Parce qu'on fait chier l'équipe quand même. Règle numéro 1, acteur, connaître son texte. Mais alors, donc là, j'étais un peu tranquille. Mais quelques années après, j'ai fait un petit rôle dans le film de Claude Berry, Germinal. C'est un petit rôle. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, là. Et donc, ma voix sonnait trop fort. Et on apprend à pas avoir peur, plus on le fait, à ne pas avoir peur, c'est-à-dire à maîtriser sa voix, à prendre les temps, à pas être en force. Il y a des rôles que vous avez enviés, qu'ont eu d'autres comédiennes et que vous auriez aimé jouer? Oui, parfois je me dis, oh, j'aurais bien fait ça. Il y en a un là en particulier qui vous... Je pense, j'aimerais bien des fois jouer une femme du monde, mais des fois on faisait la réflexion justement hier que ce genre de truc on me demande pas. Si je l'ai fait pour le hussard sur le toit une fois, ça m'amuse bien parce que j'ai pas le profil d'une femme qui a de la classe. On va pas me demander à moi. Ouais, mais on a Fanny Ardant, on a demandé à Isabelle Huppert. Pas à moi. Moi j'ai bien envie quand même. Vous êtes une femme de classe. Yolande Moreau peut jouer les modestes. La classe, elle l'a. C'est dans son potager normand qu'elle écrit en ce moment un nouveau film autour d'un monde qui la fascine, celui des faussaires. Un comble pour une actrice qui déteste tricher. Has become of you, Christian? You wanted to be a hero. You refused to believe that there are no heroes. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, nous vous présentons Powers, une série de super-héros ancrée dans notre époque avec des enjeux politiques et des problématiques proches de nous. Sway. It's a total boost. That's an unregulated power. Ici, les super-héros ne sont pas les gentils sauveurs que nous connaissons et avoir des pouvoirs n'est pas le bénéfice d'une petite poignée d'élus. The world as you know it is going to end soon. Ceux qui en ont ne les utilisent pas forcément pour faire le bien et se comportent comme des stars, courant après l'argent et la célébrité. Ceux qui n'en ont jamais eu n'aspirent qu'à devenir comme leurs idoles et ceux qui les ont perdus tentent de reprendre une vie normale. What did you feel? Hunger. En dressant un parallèle clair entre le monde des super-héros et celui des célébrités, et en mettant en évidence la responsabilité des personnalités face à un public fortement influençable, Power s'interroge sur notre société. There's no one to stop it now. We must not surrender our hearts to anger. This is not a job for regular cops. Good thing we're not regular cops. And never give up. How does it feel to be powerless? I don't know what happened, but I'm connected to him. And fear nothing. La série s'articule autour du charismatique Christian Walker, devenu policier après avoir perdu ses pouvoirs. À travers ce personnage torturé qui a du mal à accepter son retour à la réalité alors qu'il a connu l'élite, Power s'intéresse également à la quête d'identité et à la psychologie. Not all of us can be legends, but all of us have a choice. All of us can rise. Vous l'avez compris, la série adaptée du comics créé en 2000 par Brian Michael Bendis et Michael Evan Homing, lesquels sont également producteurs exécutifs de la série, va vous surprendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en ce moment même sur Choc.
yourself. Be powerful. You can count on it. La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour, notamment, mais aussi de servir de modèle d'inspiration et de femmes avec un S. Il sera question, celles qui, par leur corps, leur désir et leur attachement à la vie, ont construit la personnalité de notre invitée. Audrey Pulvar, une journaliste qui ne pose pas des questions, mais qui y répond. Alors, cet entretien, avec ou sans bouée? Audrey Pulvar, c'est pas du genre à vous couler. Allez, sans. Audrey Pulvar, quand on vient chercher une journaliste et une journaliste qui pratique l'exercice politique, on se dit que vous avez tous les trucs pour démonter l'interview que je peux faire de vous. Mais non, pas du tout, parce que, en fait, c'est pas la même chose d'être interviewé. Et puis là, vous allez me parler de choses assez personnelles, donc... C'est-à-dire que vous auriez peut-être une appréhension à répondre? Toujours. C'est vrai? Toujours, bien sûr. Est-ce que le cinéma a été à un moment de votre vie un moyen de s'inventer le romanesque qui fait parfois défaut à nos existences? Ah oui, bien sûr, mais le cinéma, c'est une histoire un peu particulière pour moi parce que bon, moi, j'ai grandi en Martinique et j'ai toujours été très intéressée par le cinéma, notamment par le cinéma d'art et d'essai. Et en Martinique, il y a 40 ans, donc maintenant, c'était quand même assez compliqué d'avoir accès aux films. Il y avait, que je ne dise pas de bêtises, 7 ou 8 salles de cinéma sur l'ensemble, enfin, un petit peu plus, une quinzaine de salles de cinéma sur l'ensemble de l'île, qui diffusait essentiellement des films de Bruce Lee et quelques blockbusters américains en français. Mais c'était tout. Pour avoir accès au cinéma mondial et pour avoir accès au cinéma mondial en version originale, c'était impossible. Donc toute une partie de mon enfance, à part quand je voyageais, j'étais coupée de ça. Et pourtant, je savais que ça existait et ça m'intéressait parce que je lisais beaucoup de journaux notamment. Et puis, fin d'enfance, début d'adolescence, j'étais abonnée à Première. Alors là, c'était magique pour moi parce que je vivais les choses par procuration. C'est-à-dire que je lisais mon Première avec un appétit incroyable. Je collectionnais, je découpais les fiches, les petites fiches de Première, je les collais sur le mur et la porte de ma chambre. Vous avez eu une affiche de film dans votre chambre? Oui, j'ai eu l'affiche de Yentl, le film avec Barbara Streisand. De Barbara Streisand? De Barbara Streisand, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu cette affiche-là. Je pense que j'ai eu l'affiche Il était une fois en Amérique. Je suis sûre même, Il était une fois en Amérique. Et donc je vivais beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, petite histoire, longtemps après, là, il y a quelques années, j'ai rencontré, je ne le connaissais pas, mais il s'est présenté, j'ai rencontré Jean-Pierre Lavoignat à Cannes. Oui, qui est un des fondateurs de Première et de Studio. Et quand il s'est présenté, j'ai dit mais vous pouvez pas imaginer comment vous avez été important dans ma vie d'adolescente parce que je lisais vos papiers, ceux de Marc Esposito, ceux de Michel Alberstad. C'était vraiment, pour moi, c'était une nourriture de l'esprit et une ouverture. C'est vraiment, je vivais les films à travers leurs comptes rendus, quoi, et leurs interviews et les photos et tout. Et il y a des tas de films que je n'ai pas vus, mais dont je peux vous parler comme si je les avais vus, grâce à eux. Quand on met une affiche de cinéma, c'est que ça dit quelque chose de vous. Qu'est-ce que ce film de Barbara Streisand pouvait dire de vous à l'époque? Alors déjà, j'étais complètement amoureuse de Barbara Streisand. Vraiment de ses chansons. Et le film m'avait touchée, probablement avec le recul, parce que c'est quand même encore une histoire de femmes qui essaient de prendre un rôle et de sortir du rôle pour lequel on l'a programmé et d'avoir un rôle a priori dévolu aux hommes. Ouais, ce film m'avait beaucoup touchée. Donc ça dit ça de vous, c'est-à-dire de lutter contre une forme de déterminisme? Ouais, bien sûr. J'essaye d'installer la confession. Mais là, je vous ai dit plein de choses que j'ai jamais dit nulle part. Mais c'est la première fois que je parle de Yentl, quand même. C'était une ouverture sur le monde, c'était un besoin, c'était un bouillon de culture. C'était quoi, ce besoin de cinéma?
C'est un besoin de voir le monde interrogé par d'autres, c'est un besoin de voir des parties du monde que je ne connais pas, c'est un besoin de rêver avec des personnages. Puis bon, moi j'ai des goûts un peu... Alors j'aime beaucoup de choses dans le cinéma, mais c'est vrai que par exemple le cinéma sud-coréen, le cinéma japonais, le cinéma anglais, le cinéma italien, tout ça c'est... Voilà, donc aller le voir au cinéma, c'est quand même autre chose que de le voir même sur un grand écran à la maison. Comment on peut casser cette idée reçue, Audrey Pulvar, selon laquelle les femmes qui font des films sont des films pour les femmes et les hommes qui font des films sont des films pour tout le monde? Les questions de femmes ne sont pas des questions de femmes, ce sont des questions de société qui concernent les hommes et les femmes, puisqu'on est, a priori, on fait société ensemble. Mais évidemment que Nicole Garcia ne fait pas un film fait par une femme avec des femmes pour les femmes. Elle fait un film qui parle de faits qui concernent tout le monde. Je vais vous citer 2-3 réalisateurs et vous allez me dire celui qui retient votre intention pour avoir justement permis aux femmes de ne pas incarner des rôles alibi. Je pense à André Téchiné. Je pense à Pedro Almodovar, je pense à Truffaut, Woody Allen ou Georges Cukor. Georges Cukor qui a fait My Fair Lady, Madame porte la culotte, les films avec Katharine Hepburn. Voilà. Où est-ce que va votre préférence? Alors Cukor, moi ça me rappelle mes dimanches après-midi Action Christine. C'est là un cinéma arrêt essai qui est à Paris. C'est à Paris, tout à fait. Donc, et puis Action École aussi. Donc ça fait longtemps, hein, du coup c'est... Petit moment de nostalgie. Vous y allez le dimanche après-midi seul? J'y allais avant, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Hein, mais vous y alliez... J'y allais seul, ouais. D'accord. J'avais 14-15 ans. C'était un cérémonial? C'est-à-dire vous preniez votre place il y avait des petites cartes de fidélité avec, au bout de 6 séances, on avait droit à une séance gratuite. Oui, j'avais ça, avec un petit tampon à chaque 14 fois. ans déjà? Ouais. D'accord. Ouais, complètement. Et si je devais en choisir un, je dirais Almodovar. Tout sur ma mère, ça m'a vraiment bouleversée. Enfin, j'ai beaucoup aimé aussi Femme au bord de la crise de nerfs. Puis les premiers qu'il faisait à l'époque de Femme au bord de la crise de nerfs. Et Tout sur ma mère, c'est vraiment... je pense que c'est celui que je préfère. Vous nous offrez 21 portraits. L'air est au biopic. Si vous deviez en choisir une qui pourrait faire l'office d'un biopic, qui est d'ailleurs dans ce livre ou qui ne l'est pas, mais qui vous accompagne. Biopic sur la vie de Karen Blixen, mais qui soit un vrai biopic, pas le film Out of Africa, ce serait très intéressant. Ouais. Et la question subsidiaire, c'est qui pour le réaliser? Oula, alors là... Une femme, un homme? Un biopic de Karen Blixen, qui pour le réaliser? Ça, c'est de l'inédit aussi. Je pense que quelqu'un comme James Gray pourrait le faire très très bien, même si j'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé les films de James Gray, mais moins celui avec Marion Cotillard là, ouais, j'ai trouvé un peu. Amoureuse sincère du 7e art, Audrey Pulvar conjuguera un jour ce que lui a enseigné le voyage et l'émotion du grand écran avec son métier de journaliste, ce qui devrait donner naissance à l'écriture d'une série. Elle le dit secrètement, mais avec la malice de celle qui cherche dans la fiction une forme de vérité. Événement à venir dans le Screen Parfait. Alan Parker est le premier héros d'une série de documentaires consacrés aux grands cinéastes des années 80, de Barry Levinson à John Carpenter. L'occasion de redécouvrir l'œuvre magistrale de ce réalisateur engagé, auteur de Mississippi Burning, Midnight Express ou encore Birdie. Mais avant cela, Isabelle Claire compte les moutons. Enfin, elle s'intéresse surtout à Shaun le mouton. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Il est petit, il est mignon, il a une super coupe et il est ultra expressif. C'est Shaun le mouton, le coup de cœur de la semaine, décliné sous toutes ses formes. Après Wallace et Gromit, Chicken Run ou encore Les Pirates, produits par les studios Hardman, c'est Shaun qui broute nos écrans, adapté de la série qui a fait le tour du monde. Les points forts de ce long métrage réalisé image par image, l'humour, le rythme, les différents niveaux de lecture et l'absence totale de dialogue pendant 1h30. Alors comment diriger de la pâte à modeler qui ne cause pas, c'est le défi du jour. The process of making a film that's silent, how to stage it is actually quite difficult
because it's how you put certain bits of information across without dialogue. But in the end, a lot more rewarding. Actually, non-verbal communication can tell you a lot, sometimes more than words. Ici, impossible de se reposer sur le jeu des acteurs. Dans un film en pâte à modeler, tout est dans la posture et les expressions. What a character does with his eyes is a kind of universal language as well, where our eyes move to access the things in our brain is universal, so everyone understands that as well. So we act with the eyes as well. Well, we did have actors actually. The actors, we had voice artists, but our actors are the animators. So, you know, they're the ones that create the performance. It's just that they do it very slowly over days and weeks. But it's still it's the same job, you know, it's bringing in a performance. Pas de dialogue, mais un délicieux yaourt british incompréhensible. But there's so many expressions, you know, for instance, if Sean is sad, there's a lot of like... But then, of course, Sean could be very happy as well with a giggle in the bar, so it's more... Pleine de références et de clins d'œil, cette production siglée Aardman prouve que la stop motion a encore de beaux jours devant elle, malgré les images de synthèse qui nous envahissent. Pour enfants et adultes donc, car oui, tout est bon dans le mouton. Ha. Allez, ciao. Chaque semaine, dans le Screen Parfait, un réalisateur décrypte pour nous son dernier film, mais aujourd'hui, ce n'est pas d'un film dont nous allons parler, c'est d'une carrière entière, celle de Sir Alan Parker, le cinéaste qui nous a offert Les Commitments, Fame, Midnight Express ou encore Evita. Celui qui a fait tourner Robert De Niro, William Dafoe, Kate Winslet ou encore Madonna revient pour nous sur plus de 30 ans de cinéma, de l'Angleterre qu'il a vu grandir à Hollywood qu'il a accueilli. Someone asked me the question, why do you make so many different kinds of films? And I said, because I can. À 71 ans, l'éclectique Alan Parker a consacré 30 années de sa vie au cinéma. Le réalisateur anglais s'est imposé en formidable conteur tout en conservant un esprit contestataire, bouleversant ainsi le Festival de Cannes avec Midnight Express en 1978 ou mettant l'Amérique face aux aspects les plus sombres de son histoire. Son cinéma voit éclore des comédiens à l'aube de leur carrière, de Nicolas Cage à Mickey Rourke, et les a parfois poussés à explorer des territoires inconnus, à l'image d'un Antonio Banderas chantant aux côtés de Madonna dans Evita. La musique est d'ailleurs un élément central dans sa filmographie, de la plus expérimentale à la plus populaire, en passant par celle de l'âme, la soul. Son âme, Alan Parker l'a offerte au cinéma alors qu'il n'était encore qu'un enfant. I grew up in London immediately after the war, the Second World War, where my local cinema was bombed. But we used to climb over the wall, and the seats were still there in the cinema, which would bomb, but the screen wasn't there. So we used to sit in the seats and pretend that the film was there. So that was my first experience of cinema, was imagining your own film, which I did when I was really very, very small. And then, you know, I loved cinema as a kid. I was never really a student of cinema in the way that some people are. You know, I came to that much later, in my early 20s, you know, the whole Cinematech approach to cinema. Up to that point, I was just a regular audience from a working class background and who loved films, you know. Amoureux des films, Alan Parker l'est aussi des acteurs auxquels il a toujours offert une direction sur mesure. You had us scared to death, man. Don't you call me man, boy. Did it ever occur to them they're going to end up dead? No single actor is the same as another actor. They each one, you're a different director, you're a different person.
I had Gene Hackman and Willem Dafoe in Mississippi Burning. Gene Hackman is the classic American actor in that he can turn on a sixpence, as they say. You know, he can do anything for you, but will minimize everything that he does. He makes everything simple. I once said to him, can you come into the room and can you pick this up and pick that up and then turn and then sit at the chair? And he said, no, I'm not picking anything up. He said, I don't do props. And that's because he brings everything down to be absolutely minimum, you know. Willem Dafoe comes from the theatre, so Willem will do anything that is necessary to make the scene because he's an ensemble type person. He'll even pick up the table and help the prop man because that's the kind of person he is. So in Birdie, Nicolas Cage had to take out all of his back teeth in order to feel as if his face was disfigured, and he had his face completely covered in bandages, which he kept on in the evenings when he went back to the hotel after shooting, because he wanted to forget what his face looked like. It's the kind of actor that he is. With Mickey Rourke, he was like, I was his friendly uncle, and he was the naughty boy, but we were friends. So then that's the way I got him to do what I wanted him to do. With other actors, it's incredibly different, you know. I mean, and you become a different person because every actor is an individual, and every actor comes to their craft from a different perspective. And I think you have to treat each one with care, and particularly if you're doing emotional scenes, particularly with young actors, where you feel where it ceases to be a charade. It ceases to be make-believe, which is what acting is. Some actors can they can make the tear stop there. Other actors can't do it unless they really, really feel some horrible thing in their own lives that will recreate that kind of moment. And then sometimes when I've pushed actors to go further and further and further to get to a place where I want for my film, you suddenly think, well, this is, you know, I've got to stop. This is an illusion. It's not meant to hurt people, and sometimes you get close, particularly with people's emotions. The thing about casting is that, you know, if you just go to the usual places and the usual actors, you won't find something special, and you're always hoping that someone different is going to come in. And then I always cast the extras because for two reasons really. One is that amongst the extras, if you're casting hundreds, you know, looking at, and I do it very fast, very quickly. I can read very fast a simple little scene with hundreds of actors, and then out of that, you can sometimes find someone really special to play some of the smaller parts. And those that don't make it to those smaller parts, you then have a wonderful, rich, very carefully chosen extras. Because if in certain scenes, if you're filming with multiple cameras, for instance, and on long lenses, you might pick someone out, and you don't want them to be not good, you know? I want them to be how I see, you know, from a characterful point of view. So it's just a matter of being thorough, really, more than anything else. Alan Parker est donc un réalisateur méticuleux, autant dans ses méthodes de casting que dans l'étude des sujets qu'il traite dans ses films. Pendant toute sa carrière, il sera allé à l'encontre du conseil que l'on donne aux jeunes artistes, toujours écrire sur ce qu'ils connaissent. If I talk to filmmakers, young, you know, at film schools, which I've done a lot, I say the same thing, write about what you know. And then they remind me that I've always written about what I didn't know. And it's part of that. I did it because it was, you know, first of all, I was a British filmmaker making films in America. And I didn't, you know, I made Birdie in Philadelphia, for instance. I have no knowledge of Philadelphia. On the other hand, it was not that different to the working class area that I grew up in, North London. And so you bring those universal truths to everything that you do. And but there is something exciting about you going on that journey that the audience is going to go on as well, and you discovering it in the same way that they will. Aujourd'hui, Alan Parker ne réalise plus. Son dernier film, c'était il y a 12 ans. I've had such a wonderful life doing the films that I did. You know, I started when I was 22. And, you know,
you get to a point where you think, well, I don't want to work a 6-day week and a 12-hour day, and I don't want to live in a Holiday Inn hotel in the middle of nowhere in Mississippi, away from home and away from family. It's not. You get to a point in your life where it ceases to be attractive. You know, I lived and breathed film for so many years, but then I suddenly realised that isn't all my life is. Life can be other things and other interests, and that's the point I am in my life now. Alan Parker, c'est 14 films qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans le travail de l'immense Raymond Depardon autour de cet hôpital psychiatrique de Saint-Clémenté. Près de 40 ans après, les clichés conservent une force d'évocation peu commune. La semaine prochaine, on se retrouve pour des rencontres tout en contraste. L'acteur Max Boublil, le réalisateur Pierre Jolivet et le brillant entrepreneur Alexandre Malch. Salut!